Donc, je vais me présenter, puis par la suite, je vais laisser la place à notre conférencier. Mon nom est Stéphane Garneau. Vous m'entendez bien? Oui? Tout le monde m'entend? Oui, parfait. Moi, je suis responsable de la bibliothèque ici au Cégep. Donc, au nom du réseau des bibliothèques publiques de Telford, ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette conférence virtuelle. Donc, notre conférencier ce soir, c'est M. Grégory Hersan. Donc, M. Hersan possède un doctorat de l'Université du Québec à Montréal et dirige aussi la firme Consulchem, qui est une entreprise de consultation en chimie verte. Donc, je vais laisser la parole à M. Grégory Hersan. Merci beaucoup, Stéphane. Donc, il y en a peut-être qui me connaissent déjà. J'ai fait plusieurs conférences à la bibliothèque. Donc, je vais tout de suite partager mon écran. Et je vous demanderai peut-être juste de me confirmer que vous voyez bien ma première diapo. Oui, c'est parfait. Parfait, super. Donc, merci d'être là avec moi ce soir. Donc, on va parler un peu ce soir d'un sujet un petit peu inusité, donc la bioluminescence. Ce n'est pas un sujet dont on entend parler très souvent. Peut-être que vous avez déjà vu des images de bioluminescence sur Internet ou peut-être que vous avez vous-même eu la chance de voir de la bioluminescence, notamment si vous avez vu des lucioles. Donc, je vais en parler un petit peu plus loin. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter, donc de revenir sur les principes de la bioluminescence et puis de regarder la bioluminescence comme une source de lumière dans notre quotidien. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aime beaucoup commencer avec cette image, donc, qui est une projection donc, futuriste, en fait, d'un site de recharge de véhicules, comme on peut en trouver donc, dans plusieurs stationnements au Québec actuellement. Et ce que vous avez de particulier sur cette image, c'est que les cylindres, en fait, sont des cylindres remplis de bactéries ou microalgues bioluminescentes qui vont permettre d'éclairer, en fait, le stationnement. Donc, plutôt que d'utiliser un éclairage conventionnel, ici, on choisit plutôt d'utiliser donc les bactéries bioluminescentes. Donc, on pourrait penser que c'est de la science-fiction et qu'on n'est pas du tout rendu là encore. Et vous allez voir qu'il y a des entreprises qui actuellement développent des systèmes pour fournir donc un éclairage urbain. Également, ce qui est toujours intéressant lorsqu'on veut s'intéresser à un sujet, c'est de regarder l'étymologie du mot. Donc, bioluminescence, en fait, il y a deux racines. Une racine latine pour lumen, donc lumière, et une racine donc grecque avec bios, qui signifie vie. Donc, on voit que grosso modo, la bioluminescence, c'est la lumière qui est émise par un certain nombre d'organismes vivants. Alors, ce que je vous propose au niveau du contenu de la présentation, on va revenir un peu sur notre soif d'énergie au sens large, donc notre consommation d'énergie. Les humains sont des très grands consommateurs d'énergie. Je vais vous montrer ensuite par la suite quelques organismes bioluminescents, dont certains qui se trouvent au Québec, que vous n'avez peut-être pas vu ou la chance de voir, mais il y en a plusieurs. On va expliquer comment ça marche la bioluminescence, donc d'où vient cette lumière, comment elle se forme. Donc, je vais vous présenter un petit peu le fonctionnement. Et puis, pourquoi certains organismes émettent de la lumière? Donc, dans quelles conditions? Qu'est-ce qui favorise cette émission de lumière-là? Et puis, finalement, une grosse partie de ma présentation va être concentrée sur des projets qui utilisent la bioluminescence donc, comme source de lumière dans différentes applications, dont notamment l'éclairage urbain. Donc, si on commence par notre soif d'énergie, vous ne serez pas surpris d'apprendre que les humains, donc effectivement, sont des grands consommateurs d'énergie. Si on regarde la proportion d'énergie d'où elle vient, la plus grande partie de notre énergie vient des ressources fossiles, donc pétrole, gaz naturel, charbon, encore beaucoup. Et on a une partie donc, de l'électricité qui est produite qui va venir donc, de l'énergie nucléaire. Et de façon plus minoritaire, on va avoir toutes les autres énergies donc, dites renouvelables, donc l'énergie solaire, l'éolien, la production de chaleur par le soleil également, donc le solaire thermique et la géothermie. Si on regarde l'éclairage plus spécifiquement, l'éclairage représente à peu près 15% de l'électricité qui est consommée dans le monde. Donc, c'est quand même une partie importante. Et ça représente, si on regarde les émissions donc, de CO2 qui sont produites, environ donc, 5%. Donc, un impact qui est quand même qui est significatif donc, sur les émissions donc, de gaz à effet de serre. Une façon de regarder l'ampleur de la lumière que l'on produit, c'est de regarder les images qui sont prises depuis la Station spatiale internationale et qui montrent en fait, lorsque la station se trouve sur la partie de la Terre donc, qui est donc, dans la nuit,
on voit clairement donc, se dessiner le contour de tous les continents à cause de la lumière, donc des centres urbains notamment. Donc, c'est vraiment très révélateur. Donc, on voit qu'on émet une quantité de lumière donc, qui est considérable. Cette quantité de lumière, je vais expliquer, elle a des impacts sur la consommation d'énergie parce que dépendamment d'où elle vient, si elle est produite à partir d'énergie fossile, à partir de nucléaire ou à partir d'énergie renouvelable, son impact sur l'environnement va être très différent. Il y a aussi un impact financier à ça. Si on regarde par exemple l'exemple de Montréal, Montréal dépense à peu près 17% de son budget, de ses dépenses en énergie pour éclairer la ville convenablement. Donc, c'est quand même des dépenses significatives. Ça prend en compte l'achat des équipements, l'entretien, etc. et la consommation directe de l'électricité pour faire fonctionner donc, tous ces éclairages-là. Les éclairages qui sont utilisés, si on regarde le développement, on débute il y a à peu près 20 000 ans, un peu plus de 20 000 ans, avec la lampe à huile et je dirais même plus grossièrement la lampe à graisse, en fait, qui a été identifiée sur différents sites donc archéologiques. Et ces lampes-là permettaient surtout de produire de la chaleur et très peu de lumière. Donc, vous allez voir donc, sur le petit tableau ici, vous avez les deux petites lettres LM pour lumen. Donc, c'est la quantité de lumière. On va revenir sur cette grandeur-là. C'est une façon de définir le flux de lumière qui est émis par une source lumineuse. Donc, pour 1 watt d'énergie, en fait, de puissance, on va produire seulement 0,1 lumen. Donc, c'est une quantité qui est très faible. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va raffiner les technologies. Il va y avoir des ruptures technologiques. On va inventer des nouvelles choses. La lampe à incandescence qui va arriver au 19e siècle et qui va permettre de produire 16 lumens. On a encore une grande production de chaleur. Si vous avez encore des lampes à incandescence chez vous, vous allez vous apercevoir que le bulbe, en fait, devient très brûlant à partir d'un certain moment de fonctionnement. On va avoir ensuite les tubes fluorescents, donc qui vont être encore plus performants, avec 70 lumens par watt. Et finalement, donc, je dirais à la fin du XXe siècle, dans les années 70 particulièrement, le développement donc, des LED ou DEL en français, donc les diodes électroluminescentes qui sont très efficaces et qui permettent de produire à peu près 300 lumens par watt. Donc, on voit clairement l'évolution de l'éclairage et de la puissance et de la quantité de lumière qui a été émise. Et ce qui est intéressant, peut-être une petite remarque à faire au niveau des LED, c'est qu'elles s'inspirent de la bioluminescence, non pas par la source de lumière, mais les réflecteurs qui sont passés. Si vous regardez vos ampoules que vous achetez qui fonctionnent avec des LED, vous allez avoir un système de réflecteurs qui va augmenter la diffusion de la lumière. Et ça, c'est directement basé sur les abdomens des lucioles et des lampires qui ont ce système de diffusion donc, de la lumière. Donc, on retrouve une partie de la bioluminescence dans cette technologie-là. On va revenir à la fin de la présentation sur les impacts de ces différentes sources de lumière. Donc, au-delà donc, de la performance, il y a d'autres facteurs qu'il faut évaluer, donc, particulièrement aujourd'hui avec les considérations donc, environnementales. Alors maintenant, si on rentre dans le vif du sujet, puis je vous montre quelques exemples d'organismes bioluminescents. Donc, il y en a sûrement quelques-uns que vous connaissez. Le plus célèbre, je pense, ou un des plus célèbres, c'est la luciole ou la lampire, donc, qui est un petit insecte qu'on retrouve au Québec et qui va émettre donc, une lumière donc, de couleur jaune-verte en fait, au niveau de l'abdomen pendant certaines périodes de l'année. Donc, je vais expliquer pourquoi ces périodes-là spécifiquement. Vous avez les organismes marins. Également, j'attire votre attention sur la couleur qui sont émises. Donc, au niveau des organismes marins, on va être beaucoup dans la couleur bleue dominante. Je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus tard. Et une étude récente a démontré qu'il y a à peu près 75% des espèces qui se trouvent en haute mer qui sont capables de produire de la lumière. Donc, ce n'est pas un phénomène anecdotique. C'est juste qu'on n'en parle pas souvent, mais il est très répandu dans le milieu animal. Une autre star, je dirais, de la bioluminescence, c'est le poisson pêcheur avec son globe à l'avant, qui va vivre dans des profondeurs quand même assez importantes. Donc, on a tout un ensemble d'organismes bioluminescents qui vont vivre proche des fosses abyssales, donc à des très grandes profondeurs, là où il n'y a absolument pas de lumière. Donc ça fait un peu le tour, je dirais, des espèces marines, mais il y a aussi beaucoup d'espèces terrestres. Celles qui sont méconnues, ce sont les champignons bioluminescents. On a à peu près 34 à 35 espèces de champignons bioluminescents qui ont pu être identifiées.
Ici, vous avez Mycena chlorophyllus, donc, qui est un champignon, donc je dirais quand même assez commun, mais qu'on n'a pas l'habitude de voir si on ne se promène pas la nuit dans les bois, ce qui est quand même assez rare. Hormis si vous faites du camping, vous faites de la randonnée, donc je dirais nocturne, vous allez pouvoir les voir. Et une autre espèce aussi qui a été identifiée, donc c'est un champignon bioluminescent qu'on a retrouvé au parc national donc, du Mont Mégantic. Donc, ça a été photographié par photographe donc, du parc. Et donc, qui a observé donc, cette lueur dans les bois et qui finalement l'a photographié et il l'a identifié comme étant un champignon bioluminescent. Donc là encore, la lumière, vous avez remarqué, on est un peu dans le vert. La luciole, on était dans le jaune-vert. Puis dans les espèces marines, on peut avoir du vert, mais on va surtout avoir une dominante de bleu. Donc ça, je vais revenir un petit peu plus loin sur l'explication de ce phénomène-là. Alors, comment ça marche, la bioluminescence? Pourquoi on a cette émission de lumière? Eh bien, ça prend 3 ingrédients. Ça va prendre une molécule ou une classe de molécules qu'on appelle la luciférine. Ça va prendre une enzyme, la luciférase, et ça va prendre de l'oxygène. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que la luciférine va venir donc s'insérer dans une partie qu'on appelle la poche enzymatique de la luciférase. Elle va être ensuite oxydée par l'oxygène de l'air et il va y avoir un phénomène d'émission donc de lumière. Donc, on peut voir ça comme un transfert de l'énergie chimique en énergie lumineuse. Vous avez sûrement entendu parler de cette citation-là d'Antoine Lavoisier qui disait que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc, c'est vraiment ça. L'énergie, elle commence sous forme d'énergie chimique, puis tranquillement, elle va être libérée sous forme d'énergie lumineuse. Donc, ici, vous avez quelques exemples de structures de luciférine. Donc, je suis chimiste de formation, je ne pouvais pas m'empêcher de vous mettre quelques molécules. Peut-être, sans rentrer dans les détails, bien sûr, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fonction donc, de la structure donc, de la molécule, vous voyez qu'il y a des petites variations donc, au niveau des structures. Ça va donner des émissions, donc des longueurs d'onde d'émissions qui vont être différentes. Donc, la luciférine associée donc, à une luciférase va donner donc, une longueur d'onde donc, précise. Donc, on voit ici qu'on est dans la région donc, proche visible du spectre, donc aux alentours, un petit peu avant 400 nanomètres jusqu'à 550 à peu près. Donc, ça s'explique par le fait que c'est une lumière que l'on voit, donc qui va être émise principalement dans le domaine visible. Également, fait intéressant, ça je vais en parler un tout petit peu plus loin, on voit qu'on peut mettre en relation ces émissions de lumière en fonction du pH que l'on retrouve à l'intérieur de la cellule, donc où se produit le processus donc, de la réaction entre la luciférine, l'enzyme luciférase et l'oxygène qui participe à ce phénomène. Et donc, on va voir pourquoi donc, ce changement de pH donc, est aussi un élément donc, qui va être un élément déclencheur. L'analogie que j'aime bien faire, c'est en fait, vous pouvez voir le phénomène d'émission de lumière comme un phénomène d'excitation. Vous allez amener donc, une excitation qui peut être donc, de différentes formes, on va le voir, donc électrique, chimique, lumineuse ou autre. À ce moment-là, le système va accumuler énormément d'énergie et puis là, il va relâcher une partie de cette énergie-là. Et là, il y a deux façons. C'est soit il relâche sous forme de chaleur, soit il relâche sous forme de lumière ou bien un mélange des deux. Donc, dans ce cas-là, on va voir, donc c'est principalement donc, sous forme de lumière. Et justement, lorsqu'on compare la lumière classique avec la bioluminescence, pourquoi s'intéresser à la bioluminescence en termes donc, de lumière? Eh bien, c'est un processus qui est très efficace. C'est sûr qu'ici, si je prends la lampe à incandescence, comme je l'ai expliqué au début de la présentation, donc, elle a à peu près une efficacité de 5%. Ça veut dire qu'il y a 5% de l'énergie qui est libérée de cette ampoule-là qui va servir à émettre des photons et à produire de la lumière. Le reste, c'est de la chaleur. Avec la bioluminescence, on est dans une lumière qui est dite froide, donc on a, dépendamment des processus, on peut aller jusqu'à au-delà de 90% d'efficacité. C'est-à-dire que l'énergie qui est émise, c'est principalement de la lumière. Donc, ça montre clairement que le potentiel donc, de cette source d'énergie-là, puisque ce qu'on veut avant tout lorsqu'on veut éclairer, eh bien, c'est envoyer des photons, donc envoyer donc, de la lumière et non chauffer l'environnement. Maintenant, en termes de puissance, bien sûr, la puissance, elle est relativement faible. Donc, ce tableau-là compare la puissance d'une luciole
Donc, on a l'unité du flux lumineux, donc le lumen, qui est comparé. Et en fait, ce que je voulais montrer ici, c'est qu'à peu près pour émettre 1200 lumens, donc l'équivalent d'une ampoule à incandescence de 100 watts, donc la quantité de lucioles qu'il faut, c'est à peu près 30 000. Donc, on voit que c'est une lumière qui est quand même assez diffuse. La puissance est quand même relativement limitée. Au niveau de la longueur d'onde d'émission, donc la couleur que nous, on va voir. Donc, au niveau des organismes marins, la longueur d'émission va se promener beaucoup autour du bleu. Pourquoi? Parce que c'est une longueur d'onde qui va se transmettre très, très bien dans l'eau. Donc, les animaux, au cours de l'évolution, se sont adaptés. Et comme source de défense ou source de protection ou source de prédation, ils ont développé des systèmes d'émission de lumière qui sont adaptés dans le milieu dans lequel ils vivent, c'est-à-dire l'eau. Au niveau des espèces terrestres, on se déplace un peu plus, on l'a vu, si vous vous rappelez des longueurs d'onde de ma luciole tout à l'heure, on était à peu près dans cette région-là, donc au début de la région visible, on est dans le vert, dans le jaune, donc c'est pourquoi les champignons, les lucioles vont émettre ce type de lumière-là. Alors, quels sont les facteurs qui influencent la bioluminescence? Ça va être des facteurs externes qui vont stimuler cette émission de lumière. Ça peut être une stimulation tactile. Si vous allez sur Internet et vous tapez bioluminescence ou sur YouTube, n'importe quelle plateforme vidéo, vous allez voir des gens qui marchent dans l'océan, par exemple, et qui, au moment où ils vont déplacer l'eau, on va voir apparaître de la lumière. Donc, c'est les microalgues, en fait, qui déclenchent le processus de bioluminescence. Ça va être la lumière ou l'absence de lumière qui va déclencher la bioluminescence. Une variation de température importante. Une variation de pH, donc si vous vous rappelez, je vais peut-être revenir en arrière, mon petit graphique que j'avais présenté ici, on pouvait voir le lien en fait entre l'émission de la lumière dans la région visible en fonction du pH. Donc on avait vraiment clairement un lien. À un certain pH, on a l'émission de telle lumière, puis à un autre pH, on n'aura peut-être pas d'émission. Donc c'est le genre d'éléments qui vont déclencher le phénomène de bioluminescence. Et finalement, on peut avoir des différences de concentration, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans la cellule, notamment ce qui a été vu dans plusieurs études, donc c'est la différence de concentration entre les ions potassium et sodium. Maintenant, ce qu'il faut vraiment spécifier, c'est que la bioluminescence a été beaucoup étudiée, mais elle n'est pas encore complètement connue. Donc, il y a beaucoup de recherches qui se fait, puis il y a encore des projets qui sont financés pour non seulement identifier des espèces qui utilisent ce phénomène-là, comprendre pourquoi ils l'utilisent. Donc, on a des pistes aujourd'hui. Donc, il y a un certain nombre de choses que l'on connaît. Et puis également, essayer de comprendre le mécanisme de façon très fine. Alors, pourquoi ces organismes-là émettent de la lumière? Bien, les études, je dirais, qui ont été faites jusqu'ici ont identifié différents facteurs. Donc, premier facteur pour communiquer. Au sein des bactéries, ce qu'ils se sont aperçus, c'est que les bactéries qui sont bioluminescentes vont communiquer entre elles avec ce flux de lumière. Les lampires et les lucioles, c'est connu, elles utilisent ce système-là pour se reconnaître, donc pour que le mâle et la femelle se reconnaissent durant la période de reproduction. Et c'est pour ça, si vous allez vous promener, faire de la rando au début de l'été, je dirais que la meilleure période, c'est juin et début juillet. Vous allez pouvoir voir un balai de lumière incroyable dans les champs ou dans les bois si vous êtes suffisamment éloigné de la ville. Quelque chose qui est non intuitif, la bioluminescence, elle est utilisée par certains organismes pour se cacher. Alors, pourquoi ça? Je vais vous expliquer. Admettons que vous avez un organisme bioluminescent, donc qui a une certaine profondeur, puis il y a son prédateur qui se trouve en dessous de lui. Lui, ce qu'il va voir, il va voir une ombre par rapport à la surface qui est lumineuse. Et donc, ce que l'espèce va faire, c'est qu'elle va émettre de la lumière et va se fondre en quelque sorte dans le paysage, si je puis dire. Également, la bioluminescence va être utilisée pour repousser les prédateurs. Donc, souvent, certaines espèces vont paraître plus grosses qu'elles le sont à cause de la lumière qu'elles émettent et elles vont dissuader le prédateur de les attaquer. Donc, c'est vraiment un système qui est très répandu dans le domaine marin. C'est vraiment très intéressant de voir toute la diversité d'espèces et de sources de lumière. Maintenant, si on rentre au niveau des projets à proprement parler, qui utilisent la bioluminescence. Donc, rapidement, les scientifiques se sont intéressés à cette source de lumière-là et ils se sont intéressés notamment au principe qui était sous-jacent, donc la comprendre, comment ça fonctionne. Donc, je vous l'ai
expliqué de façon très vulgarisée. Et ils ont essayé également de savoir est-ce qu'on pourrait l'utiliser dans certaines applications donc, de la vie. Alors, un système qui est utilisé beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'ATP-métrie pour adénosine triphosphate, donc qui est une mesure de la quantité d'ATP de certaines bactéries et c'est utilisé comme un marqueur en fait pour identifier une contamination, par exemple, donc bactérienne dans des aliments. Donc, il y a beaucoup d'applications dans le domaine agroalimentaire. On peut regarder aussi, donc, utiliser l'ATP-métrie en environnement pour déterminer donc, des proliférations bactériennes ou des proliférations microbiennes donc, dans des milieux, dans des environnements, donc, et avoir un contrôle environnemental de cette façon-là. Dans le domaine médical, c'est beaucoup utilisé pour détecter et suivre de façon fine la progression donc, tumorale sur des modèles animaux, donc des souris par exemple. Donc, il y a beaucoup de recherches avant que les médicaments soient développés ou soient administrés, avant qu'on soit rendu aux phases cliniques. On va faire du développement donc, sur des modèles animaux, donc certains rongeurs notamment, donc des lignées de rongeurs par exemple. Et on va utiliser des marqueurs de bioluminescence qui vont aller s'associer spécifiquement avec des cellules tumorales et on va pouvoir ainsi donc mieux comprendre l'évolution des cancers et les suivre. Il y a également des applications dans le domaine militaire donc, qui sont faites. Je vous dirais, je vous ai mis ce point-là, mais bien sûr, vous doutez bien que ce n'est pas tellement diffusé, donc c'est gardé assez secret donc, au niveau de ce qui est fait avec la bioluminescence. Une expérience intéressante qui a été faite il y a quelques années par Philips, donc on remonte à 2011. Je voulais quand même la mentionner parce que j'ai trouvé l'expérience très intéressante. Ils ont décidé de faire un laboratoire donc, qui reproduirait, qui intégrerait différentes technologies environnementales, le compostage par exemple, la biométhanisation, l'agriculture donc à l'intérieur, donc dans les habitations. Et si vous regardez sur le mur ici, vous avez un espèce de support en métal avec des ampoules à l'intérieur. Et ce qu'ils ont fait à l'intérieur, en fait, ce qu'ils ont développé, c'est des solutions donc, qui contiennent des bactéries bioluminescentes. Donc, c'est un système d'éclairage, en fait, qui est très design, on s'entend. Ça a été fait avec des artistes également. Et à l'intérieur, vous avez un liquide, donc un milieu de culture dans lequel les bactéries bioluminescentes vont se développer. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'elles se nourrissent donc, du méthane et des matières qui sont compostées. Donc, si on grossit l'image, on voit qu'à la base de cette lampe-là, on a un bac en fait, à compost dans lequel les solutions donc, vont tremper en quelque sorte et nos bactéries vont s'alimenter en nutriments pour pouvoir croître et émettre de la lumière. Donc, l'idée, c'était vraiment de montrer un système intégré et par exemple d'envisager que nos déchets de table puissent servir plus tard à nous éclairer. Autre projet qui malheureusement n'a pas fonctionné, projet de start-up, donc il y a beaucoup de jeunes entreprises qui malheureusement ne vont pas réussir à survivre dans les 5 premières années de leur existence, mais je voulais en parler parce que l'approche était vraiment très originale, donc très innovante, questionnable, vous allez le voir du point de vue éthique également, mais c'est quand même intéressant. Donc l'idée qu'ils ont eue en fait, c'était, comme vous pouvez le voir sur l'image, c'était de se dire est-ce qu'on peut rendre la végétation bioluminescente et se passer à ce moment-là d'éclairage urbain. Donc, le projet était quand même assez ambitieux et l'idée que l'équipe a eue, donc ça a été développé vraiment dans un Fab Lab aux États-Unis, donc en Californie. La Californie, d'ailleurs, est très, très propice à ce genre de projet, donc ce genre d'innovation qui touche à l'environnement. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont exploité une particularité d'une bactérie qu'on appelle Agrobacterium, et qui a la facilité en fait à infecter donc, des différentes plantes et à transmettre son matériel génétique à l'intérieur des cellules végétales. Donc, on peut voir ici donc, le mécanisme. Donc, je ne vous définirai pas toute la structure donc, de la bactérie, mais grosso modo, ce que vous avez à retenir, c'est qu'à l'intérieur, vous avez un morceau d'ADN qui caractérise donc, le patrimoine génétique de cette bactérie-là. Et vous avez un fragment donc, qui va être transféré à la plante et qui va provoquer des maladies. Dans l'exemple qu'on montre ici, en fait, c'est des petites tumeurs qui vont se développer donc, au niveau des racines. Eux, ce qu'ils se sont dit, ils ont envisagé le cas, ils ont regardé la structure, ils ont dit, on peut peut-être enlever ce morceau donc, qui provoque la maladie et le remplacer par un ensemble donc, de gènes qui vont provoquer la bioluminescence dans la plante. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait donc, du génie génétique.
Il y a beaucoup d'outils de laboratoire de haute technologie qui sont capables de faire ça. Donc, ils ont enlevé la partie, d'abord, ils l'ont identifié, ils ont enlevé la partie responsable de la maladie, ils l'ont remplacé par cet ensemble de gènes bioluminescents et ils ont ensuite mis la bactérie en fait en culture à l'intérieur d'une solution et ils ont immergé une plante, donc la partie des feuilles, et ils se sont aperçus que cette plante-là, finalement, elle intégrait donc, dans son patrimoine génétique le gène bioluminescent. Alors, bien sûr, ce projet-là a suscité beaucoup de questionnements. Pourquoi? Parce que une fois qu'on introduit ces gènes bioluminescents dans une plante donnée, ben, on pourrait très bien envisager qu'au moment de la pollinisation, au moment donc, de la reproduction de la plante, ben, ce patrimoine génétique-là se dissémine et qu'on transfère le gène bioluminescent à toutes les plantes. Donc ça, je ne voulais pas aborder ce point-là, ce point d'éthique avec vous, mais je pense qu'il est important à considérer dans ce genre de technologie. Un autre projet donc, qui est en cours actuellement, c'est la compagnie Planta, qui est une compagnie russe. Et ils ont publié dans Nature Biotechnology à la fin de l'année 2020 un article très intéressant, en fait, où ils ont réussi, par une stratégie un petit peu différente, à rentrer l'expression de la bioluminescence dans des plants de tabac. Donc, eux, ils ont vraiment joué sur le cycle biochimique de la plante. Donc, c'est vraiment une plante qui est OGM, modifiée donc, génétiquement. Et ce qui vise, donc c'est sûr que l'entreprise vise de commercialiser donc, des plantes d'intérieur qui seraient bioluminescentes. Ça, c'est le côté entreprise. Et de façon plus intéressante, ils veulent aussi également, donc ils se sont aperçus que ils ont été capables de mettre en parallèle le fait que la bioluminescence était liée à la santé de la plante. Donc, ils ont développé des outils pour être capables de caractériser donc, certaines maladies dans les plantes et de caractériser finalement l'évolution des maladies dans une plante. Donc, ce qui est quand même donc, très intéressant d'un point de vue limité. Alors ici, vous avez quelques images donc, des plants de tabac en fait, qui ont été modifiés et c'est toute la plante qui va être donc, qui va exprimer de la bioluminescence et qui va être lumineuse. Donc, projet qui se poursuit actuellement. Beaucoup de développement, donc c'est du génie biotechnologique donc, qui est développé donc, dans ce projet-là. Maintenant, une autre entreprise donc, qui est probablement le projet le plus sérieux et qui, je dirais, se développe depuis plusieurs années, c'est la compagnie Glowy en France, qui est une start-up, mais qui a maintenant 6 ou 7 ans d'existence. Donc, on peut parler d'une entreprise quand même bien établie. Et eux, ce qu'ils ont décidé, en fait, ils se sont attaqués directement au problème de l'éclairage urbain, de son impact sur l'environnement, son impact sur le dégagement des gaz à effet de serre. Autre impact, on va voir plus loin aussi le recyclage des systèmes d'éclairage qui contiennent donc un ensemble de métaux qui sont relativement toxiques. Et ils ont décidé de tenter de proposer une solution et des solutions d'éclairage pour différentes applications. Donc, leur technologie, en fait, repose sur le développement, en fait, de souches de micro-organismes qui sont donc bioluminescents, mais bioluminescents pendant des longues périodes de temps. Donc, ils travaillent à la fois sur la durée de la bioluminescence, mais également sur son intensité, sa puissance. On a vu tout à l'heure, dans le cadre de la luciole, que la puissance de la bioluminescence dans ces petits insectes-là est relativement donc, limitée. Si on veut avoir un éclairage urbain ou avoir certaines applications, il faut absolument avoir des systèmes donc, qui aient une puissance donc, plus importante. L'idée étant pas d'atteindre la puissance des LED non plus, mais d'avoir quelque chose qui, je dirais, se trouve entre les deux. Et ce qui vise donc, c'est remplacer tous les éclairages publicitaires qui sont très énergivores et qui ont une utilité, je dirais, relativement limitée, hormis le fait de mettre de l'avant donc des marques. Utiliser ces éclairages-là pour du marquage au sol ou bien des éclairages donc, dans la ville, des éclairages, des signalisations de sécurité donc, qui peuvent être intéressantes. Donc, pour vous donner une idée, l'entreprise se développe depuis 7 ans et ils ont actuellement une entente avec la ville de Compiègne pour équiper une partie du centre-ville avec des éclairages, des lampadaires bioluminescents. Les projets avancent bien et la compagnie donc, est toujours en pleine croissance. Un projet sur lequel je travaille actuellement, lors de mes études de doctorat, je me suis intéressé, moi j'ai travaillé dans le domaine des piles solaires. Donc c'est une source d'énergie qui s'est démocratisée donc, avec le temps. Aujourd'hui, c'est une énergie qui est relativement compétitive, mais elle a plusieurs inconvénients.
Un des premiers inconvénients, c'est que pour avoir une pile solaire, ça prend du soleil. Donc, de base, avec une journée pleinement ensoleillée, vous avez à peu près 8 heures d'ensoleillement l'hiver, peut-être 10 à 12 heures l'été, et le reste du temps, vous avez donc la nuit, donc le système ne fonctionne pas. Donc, grosso modo, il va fonctionner entre 50 et 60% du temps. Ça, c'est la première chose. Également, les passages nuageux, donc on a souvent tendance à penser que parce qu'il fait jour, notre système va fonctionner de façon adéquate. Mais dans les faits, la performance des panneaux, elle est optimale lorsque le rayonnement solaire atteint directement la surface du panneau. Donc, dans ce cas-là, vous avez donc un fonctionnement optimal. Mais dans des régions tempérées comme la nôtre, vous l'avez remarqué, on n'a pas toujours des journées ensoleillées, on a beaucoup de passages nuageux. Et ces passages nuageux vont faire diminuer donc la puissance de lumière incidente jusqu'à 80-90%, ce qui fait que, par contre, couvert, la pile en fait, solaire ne produit pratiquement pas d'électricité. L'idée ici étant donc de coupler en fait, la bioluminescence avec le solaire. Et le projet donc, sur lequel je travaille actuellement, on est en train d'essayer de bâtir une équipe de projets. Donc, sur ce projet-là, c'est de suppléer l'absence de soleil en utilisant donc, des bactéries ou des souches de microalgues bioluminescentes pour venir faire fonctionner le panneau solaire. Pourquoi on envisage ça? Si vous regardez ici, donc, vous avez le spectre solaire donc, et vous avez ici donc, la bioluminescence, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous avez les espèces marines qui vont plus émettre dans le bleu et les espèces terrestres qui vont plus émettre dans le vert et le jaune. Donc, techniquement, on est à peu près dans la même longueur d'onde d'émission de la lumière. Donc, on devrait être capable de générer, d'illuminer nos panneaux et de générer une lumière. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler conjointement avec des entreprises qui développent ces bactéries bioluminescentes et de coupler notre panneau avec un concentrateur solaire pour augmenter la puissance incidente du rayonnement et ainsi, pendant les périodes où le temps est couvert, où il fait nuit, bien d'utiliser la bioluminescence. Donc ça, c'est un autre exemple d'application qui pourrait être fait avec ce principe-là. Maintenant, si on regarde, si on compare donc, la bioluminescence, les LED, les ampoules classiques de façon, je dirais, plus économique et environnementale également. Donc, l'aspect environnemental n'est pas présenté. D'abord, vous avez peu d'études qui sont faites, qui sont disponibles pour comparer donc, les trois ensemble. Donc, c'est relativement limité dans la littérature. Ici, sur ce tableau-là, ce qu'on compare, on compare donc le coût de fonctionnement donc, de la technologie. On compare également donc l'investissement qui est nécessaire donc, pour la développer et l'optimiser, la luminosité, donc la quantité de lumière que le système va émettre, sa longévité et son efficacité. Alors, si on regarde au niveau du coût, clairement, la bioluminescence actuellement coûte encore très cher. C'est une technologie qui est très émergente, qui réclame beaucoup encore de développement, beaucoup d'investissement au niveau de la recherche et développement, ce qui implique qu'elle a un coût d'opération qui est très élevé, mais qui éventuellement va diminuer. Au niveau de l'investissement, on voit que l'investissement qui a été fait pour les LED a été très important. Le développement et le coût qui est encore investi en recherche pour optimiser cette technologie-là est très élevé. Dans le cas de la bioluminescence, on se compare avec les ampoules à incandescentes classiques. Au niveau de la luminosité, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a un travail qui se fait actuellement pour avoir des systèmes qui sont plus lumineux. L'idée n'étant pas d'atteindre la performance des LED, ce n'est pas ça l'objectif. C'est de développer des systèmes d'éclairage, je dirais, d'appoint, qui vont remplacer certains systèmes, qui vont donner une lumière, je dirais, relativement douce et qui vont pouvoir compétitionner le LED qui est trop puissant sur certains segments de marché. Où la bioluminescence est peut-être un autre point à mentionner au niveau de la luminosité, c'est extrêmement lié à la quantité de bactéries ou de micro-organismes bioluminescents qui vont être faits. Donc, on peut l'augmenter en augmentant la concentration dans les milieux. Au niveau de la longévité, la bioluminescence, on anticipe que ça va être très supérieur aux LED et aux lampes à incandescence qui sont appelées à disparaître. C'est une ancienne technologie, donc ça devrait disparaître. Et également l'efficacité, j'en ai parlé, donc on a une source en fait d'énergie qui est principalement
ou je dirais presque à 100% donc, concentré donc, au niveau donc, de l'émission de lumière. Un autre facteur qu'on pourrait ajouter, c'est l'aspect développement durable, recyclabilité, etc. Les sous-produits qu'on va avoir avec la bioluminescence, ça va être compostable, ça va être des bactéries qui vont être, ça va être un milieu bactérien, je dirais, qui va être mort en quelque sorte à la fin lorsqu'elles ne seront plus en mesure d'émettre. Et on va donc pouvoir probablement donc, composter ces espèces-là, donc un coût de disposition, un coût de fin de vie qui ne sera pas très problématique. Dans le cas des LED, c'est une autre histoire. Les LED sont très performantes, on les installe beaucoup, mais on n'a absolument pas encore envisagé de façon sérieuse le recyclage de ces composés-là. Toutes ces lampes-là contiennent des diodes électroluminescentes qui sont composées avec des métaux rares qui présentent une toxicité importante et nos systèmes de recyclage ne prévoient pas ou sont peu adaptés donc, à ce genre de dispositif-là, ce qui en fait un inconvénient majeur selon moi à long terme donc, dans les applications. Maintenant, quelques indicateurs du potentiel de la bioluminescence comme l'éclairage urbain. Donc, le nombre de projets, il y a plusieurs projets qui se développent actuellement. Donc, il y a un autre projet dont je n'ai pas parlé qui se développe aussi pour développer des plantes ornementales au niveau de la bioluminescence. Il y a le projet de Glowy qui est appuyé par de nombreux organismes en France. Donc, le CEA donc, a investi dedans. Vous avez donc les différents pôles de recherche également. La ville de Paris, moi je m'attends à ce que durant les Jeux olympiques de 2024, il y ait des éclairages bioluminescents sur les sites. Donc, ça va être un partenaire probablement très important donc, au niveau donc, des Jeux. Donc, on voit qu'il y a un dynamisme. Le défi est grand, mais leur progression donc, est très importante. Donc, c'est vraiment une technologie de rupture. Il faut considérer ça aussi. Donc, c'est normal que ça prenne du temps donc, à développer. Mais lorsqu'on intègre le coût de développement, la lumière qui est mise, le traitement en fin de vie, c'est définitivement donc, une technologie qui devrait avoir donc, un potentiel intéressant. Ici, je me suis amusé à rêver une ville du futur dans laquelle on aurait donc, différents systèmes. Donc, au centre, ici, vous avez une petite famille qui produit sa propre nourriture. Ces déchets donc, vont servir à produire, par exemple, de la lumière via les systèmes que je vous ai montrés avec Philips. Et cette lumière, on pourrait l'utiliser pour de l'éclairage ou bien pour faire fonctionner donc, un panneau solaire. Et ce panneau solaire va permettre ensuite l'énergie qui va être produite, l'énergie électrique pourrait être accumulée. Donc ça, c'est vraiment un système complètement intégré où on a une boucle en fait, virtueuse entre toutes les intrants et les extrants donc, qui sont donc, disponibles. On arrivera peut-être là un jour, il y a certaines choses qui se développent, mais c'est clairement donc, une source d'énergie qui est à considérer. Finalement, j'aime beaucoup cette citation. Donc, bien sûr, en sciences, ça prend des connaissances scientifiques, ça prend une rigueur, mais ça prend aussi beaucoup d'imagination. Et je pense que j'aime beaucoup cette citation d'Albert Einstein. Il en a émis beaucoup de citations, mais celle-ci, je la trouve vraiment très intéressante. Donc, l'imagination est plus importante que le savoir. En terminant, j'aimerais adresser quelques remerciements. Donc, je travaille étroitement avec une agence qui fait pas mal tous mes visuels, je dirais, présentations, site internet, etc. Donc, c'est l'agence Impact Scientifique. Et Émilie donc, Dubois, avec qui je travaille, c'est toujours très intéressant d'être capable de rendre la science accessible et surtout visuellement. Je trouve que c'est un atout important. J'aimerais, Stéphane, remercier particulièrement la bibliothèque de me laisser l'opportunité de faire mes présentations. Je pense que c'est la 4e ou 5e. C'est toujours très intéressant, apprécié. Ça permet aussi de diffuser la science, de la rendre accessible au public. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et finalement, donc, vous avez mes coordonnées. Stéphane, tu pourras les faire suivre. Donc, mon site internet, mon adresse courriel. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questions donc, sur la bioluminescence ou si vous voulez aller voir les projets sur lesquels je travaille donc, actuellement. Donc, merci beaucoup, merci de votre attention.